Logo de l'UNADEV. Le Festival des Cannes, au-delà du handicap. Bonjour, l'UNADEV vous propose d'écouter ici une émission complète d'environ 50 minutes parlant de l'association, sa vie, ses membres et surtout de sa volonté de casser les préjugés sur les malvoyants et non-voyants. Voici le Festival des Cannes, au-delà du handicap. Accompagnés par leurs animateurs socio-culturels, Pascal, Yousra, Martial, Alain et Antonio, tous membres du Centre régional de Bordeaux de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, ont souhaité réaliser des interviews d'acteurs de l'association, en commençant par sa directrice générale pour présenter la structure et ses rôles. Grâce aux dons et legs, l'UNADEV met en œuvre depuis plus de 90 ans les services destinés aux personnes déficientes visuelles pour leur inclusion sociale, sensibilise les différents publics par des actions d'information et de sensibilisation, et contribue à la recherche médicale et à la prévention des maladies cécitantes pour les combattre. On écoute Magali Gréa, directrice générale de l'UNADEV, qui présente en détail les rôles, les missions et les actions de l'association, reconnue d'assistance et de bienfaisance depuis 2007. L'UNADEV est une association caritative qui a 90 ans, donc une belle ancienneté déjà, et qui a toujours été implantée à Bordeaux. C'était d'abord une association locale qui s'est longtemps appelée l'Union des aveugles du Sud-Ouest, et puis elle est devenue nationale. Et aujourd'hui, elle compte 8 centres régionaux répartis sur l'ensemble de la France et qui accueillent des personnes aveugles et malvoyantes et leur proposent un certain nombre d'activités et d'accompagnements. L'UNADEV, c'est 180 salariés environ et un budget d'à peu près 30 millions d'euros. Sachant que quasiment l'essentiel des fonds de l'UNADEV proviennent de collectes privées. C'est-à-dire que c'est des donateurs particuliers qui contribuent à faire un don et à améliorer le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes. L'UNADEV se définit autour de 3 missions. La première, c'est celle de l'accompagnement au quotidien des personnes aveugles et malvoyantes, au travers d'une aide sociale, de prise en charge aussi de prestations de services comme des heures de ménage, par exemple. C'est aussi au sein de nos centres régionaux des propositions d'activités de loisirs, que ce soit des loisirs socio-culturels ou des loisirs sportifs. Voilà, donc ça c'est notre premier métier. Le second métier, c'est celui de l'information et de la sensibilisation. Donc on a un gros travail auprès du grand public, notamment au travers de notre bus du glaucome qui sillonne la France, qui présente en fait les risques liés à la perte de la vue, les différentes maladies cécitantes. Et on est aussi sur tous ces sujets d'information et de sensibilisation du grand public pour que soient mieux accueillies les personnes aveugles et malvoyantes, notamment dans les entreprises et dans les collectivités, que l'accessibilité soit renforcée, etc. Et enfin, notre troisième métier, c'est celui de l'innovation et de la recherche qui consiste à combattre les maladies cécitantes. Et donc, on est le premier partenaire associatif, le premier financeur associatif issu de la générosité du public qui contribue à la recherche fondamentale contre les maladies cécitantes. Bon village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me dit de
sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que les braves gens n'aiment pas que tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. C'était La mauvaise réputation de Georges Brassens, interprété par Sandra Nkake. Ce collectif de reporters en herbe de l'UNADEV a ensuite choisi de faire témoigner 4 personnes déficientes visuelles aux compétences insoupçonnées. 4 parfaits exemples de non-voyants et malvoyants qui peuvent tout à fait exercer certains métiers semblant réservés aux voyants, avoir en eux des talents remarquables, des passions exceptionnelles, des visions de la vie qui leur font repousser leurs limites. Tous les préjugés tombent en miettes lorsque l'on sait par exemple que Véronique Lésiac, non-voyante, est pilote d'avion amateur.
parcours professionnel, il se résume ainsi. J'ai fait une formation de standardiste au centre Perrelongue sur une année. Et la deuxième année, j'ai fait 2 stages. Un sur Bordeaux, puis après sur ma région dans le Cher, à Bourges. J'ai passé d'abord mon CAP de standardiste la première année, et à la deuxième année, donc j'ai fait des stages. J'ai été embauchée à la Défense, dans un établissement militaire à Bourges, de 1979 à 1991. Où j'ai fait un petit arrêt de 3 ans. Je me suis fait muter à Bordeaux, et je suis restée toujours dans le même ministère. Et de l'armée de terre, je suis passée à l'armée de l'air. Et depuis 2011, eh bien, j'ai fait, en plus du standard, on a fait de la bureautique. J'ai fait du secrétariat. Et là, maintenant, je suis en fin de carrière, bientôt à la retraite, et puis c'est bien mérité. Ma passion, c'était de voler. Alors, c'est une passion que j'avais depuis déjà toute petite. Je rêvais d'être un petit oiseau, et à chaque fois que j'entendais les oiseaux, je voulais être comme eux, je voulais voler comme eux. Et puis après, effectivement, j'ai adoré les avions. Mes parents habitent en Pessac, on n'était pas loin de Mérignac, on allait régulièrement voir les avions le dimanche. C'est quelque chose que je voulais absolument faire. D'ailleurs, au départ, je voulais être une hôtesse de l'air, et puis sachant que je ne pouvais pas le faire à cause de ma vision, parce que malheureusement, comme je suis non-voyante, là ça m'a mis un frein. Et puis à l'époque, il y avait aussi une histoire de taille. Donc la taille, c'est pareil. Donc j'avais rien pour moi, donc il fallait que je me fasse une raison. J'ai eu la chance, avec l'orthoptiste, on a une de nos filles qui a eu besoin d'avoir un suivi d'intégration à Perrelongue, et qui avait besoin d'avoir le concours d'une orthoptiste pour lui faire de la rééducation visuelle. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit « Moi, j'aimerais bien vous faire de la rééducation en même temps ». Et au cours de ces rééducations que j'ai eues avec elle, des séances que j'ai eues avec elle, on avait parlé de ma passion, et elle m'a dit qu'elle connaissait une association qui faisait piloter des non-voyants et des malvoyants. Moi, ça m'intéressait, mais les enfants à l'époque étaient encore un peu jeunes, alors j'avais mis ça un peu de côté, mais je m'étais dit, on verra un peu plus tard. Et puis, il s'est trouvé qu'un jour, je suis allée au salon autonomique, et on était voir, là pour le coup, je savais qu'il y avait le stand des mirovolants, et j'ai discuté un long moment avec eux. J'ai été voir la personne en question. Une personne m'a raconté comment elle faisait. J'ai fait un peu de simulateur, parce qu'il y avait un simulateur sur le stand. Alors, le simulateur, pour nous, c'était un ordinateur qui était branché avec un ordinateur adapté avec un petit joystick. Et j'ai pu manipuler un petit peu le joystick pendant un petit quart d'heure. Et ça m'a de suite emballée, et on m'avait donné les informations qui allaient bien. Et depuis ce temps-là, j'ai pris mon adhésion au mirovolant, et depuis l'année 2011, j'ai volé, j'ai fait des stages, beaucoup de stages, et maintenant je suis intégrée en aéroclub. On n'avait pas d'examen à passer, si ce n'est qu'une évaluation faite par le président de l'association pour savoir si on était apte à aller en aéroclub, à être autonome en aéroclub, je m'entends, à être capable de maîtriser le pilotage. Le principe reste le même de toute façon. Le principe, il faut savoir que c'est vocal et sonore. Alors, le sonore montre l'aéronef, et le vocal, c'est tout ce qui concerne les paramètres recherchés. Quand on cherche la vitesse, la distance, le cap, tout ça, c'est par le vocal. L'aéronef, c'est représenté par des notes de musique, donc du sonore. Je vais être un peu technique, mais je vais expliquer.
les ailes à plat, c'est-à-dire qu'il est bien dans sa ligne, dans son axe, dans son oreille. Et le son, il est dans les deux oreilles pareil. C'est la même note. Ça peut jouer sur jusqu'à 1 à 3 notes. Mais bon, ça reste, c'est le même son dans les deux oreilles. Si, par exemple, l'avion se déporte, parce que bien sûr, faut se dire qu'on est dans l'air est vivant, et forcément, parfois, l'avion se déporte un peu à droite ou à gauche. Le son va du côté où l'avion se déporte un peu. S'il va à droite, vous aurez le son qui est dans l'oreille droite, et s'il va à gauche, vous aurez le son dans l'oreille gauche. Et pour remettre tout ça comme il faut jouer avec le manche ou le volant, parce que ça dépend, il y a des avions qui ont des demi-volants ou des manches. Et donc avec le manche, il faut trouver la note qui va bien pour remettre les ailes à plat. C'est ce qu'on appelle en jargon aéronautique, c'est remettre l'avion comme il faut, c'est remettre les ailes de l'avion à plat. Et là, on a le son dans les deux oreilles. Après, quand on veut faire des inclinaisons, alors ce sont des bips. Alors par exemple, un bip pour 5 degrés, un bip, deux bips pour 10 degrés, enfin plusieurs bips, ça correspond au nombre de degrés souhaités ou pas d'ailleurs, parce que des fois l'instructeur il demande par exemple, tiens, fais-moi un virage à droite. Alors si on fait un virage à droite, on met du manche à droite, et jusqu'à temps qu'on entende le bip qui annonce le virage à droite. Bip, bip, bip. Puis si là c'est à 5 ou 10 degrés, 5 degrés, bip, 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 bip. C'est 10 degrés, bip, bip, bip. Bip, 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 ça peut être 50 degrés, c'est le nombre, ça correspond, et vice-versa à gauche, pareil. On peut pas être tout seul dans un avion. Ce serait trop beau, mais non. non. On sera toujours des élèves pilotes. Non, on sera toujours des élèves pilotes. L'instructeur, quand même, nous laisse carte blanche, oui, puisque on est censé de reconnaître toutes les informations que nous apporte le Sound Flyer, parce que oui, j'ai oublié de dire que l'ordinateur qui sert à la navigation s'appelle le Sound Flyer, SOUNDFLYER. C'est notre instrument de bord, voilà, c'est notre ordinateur qui est notre instrument de bord, notre instrument de navigation. Et on a un petit clavier qui nous permet de chercher, de rentrer tous les paramètres, l'altitude, la pression atmosphérique, parce qu'il faut savoir que les terrains sont à une altitude bien définie, et la pression atmosphérique aussi. Avant de prendre l'avion, quand on décide de prendre l'avion, mais même un avion qui a été pris par quelqu'un d'autre avant nous, il faut faire ce que l'on appelle une visite pré-vol. C'est-à-dire vérifier l'état de l'avion. Alors l'état de l'avion, j'entends bien entre le moteur, les hélices, les battements des gouvernes. Alors la gouverne de direction, elle est manipulée par les palonniers, c'est ce qu'on trouve au pied. Et la gouverne de profondeur, c'est avec le manche. L'avion, il peut se cabrer ou piquer avec le manche. Alors quand l'avion cabre, quand il monte, on va dire, il monte forcément, il cabre, les notes sont deviennent aiguës, et quand l'avion redescend, c'est-à-dire qu'il va plus faire à piquer, les notes sont graves. Et donc là, on le fait avec le manche. Les virages, c'est avec le manche aussi. Les virages sont faits par les ailerons, c'est-à-dire qu'après, quand on met les ailerons à droite, on met du manche à droite, le virage est à droite, et le manche à gauche, le virage à gauche. Alors moi je vole entre 45, 50, des fois ça m'est déjà arrivé à faire 55 minutes, mais je fais souvent moins d'1 heure. Pour le moment, je fais des petits vols locaux. On vient d'écouter Ça plane pour moi de Plastic Bertrand, interprété par The Lost Fingers.
Les idées reçues tombent également quand on se penche sur la passion de Stéphane Ponchel, lui aussi déficient visuel depuis peu. La photographie est depuis longtemps une seconde nature pour cet artiste bordelais connu localement sous le pseudonyme de Camille, que vous avez peut-être déjà rencontré à Bordeaux dans une salle de concert ou un mouvement social. Mais la perte de la quasi-totalité de ses facultés visuelles ne l'a pas empêché de continuer à faire de la photo, ni même de s'engager au service des autres, au travers de son implication locale en politique. C'est une histoire de famille qui date d'il y a fort longtemps, parce que mes deux grands-pères que j'ai peu ou pas connus étaient tous les deux ce qu'on appelait à l'époque des photographes avertis, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas professionnels, mais ils en faisaient énormément. Ils avaient beaucoup de matériel, et ça s'est transmis comme ça dans la famille, même si ma grand-mère ou ma mère en faisait aussi, plus de façon vraiment en mode photo-souvenir. Et moi je m'y suis mis, enfant, avec mon frère, on avait toujours des appareils photo quand on partait en vacances pour les repas de famille. On partait toujours avec des pellicules aussi, puis j'ai commencé à m'y mettre un peu sérieusement via la photo sportive à la fin des années 90. Pareil, une pratique de loisir, mais qui me prenait beaucoup de temps et aussi un peu d'argent. Et par la suite, j'ai pu, vers le milieu des années 2000, commencer un peu à en faire un peu plus sérieusement dans différents domaines, dans la photo reportage, social, culturel, paysage. Il y a eu un petit déclic, c'est que je faisais beaucoup de photos de sport. J'ai fait aussi beaucoup de photos, ce qu'on appelle de la photo sociale, donc en reportage, photo culturelle, c'est-à-dire concert, ce genre de choses. Et il y a eu un déclic, c'est qu'un jour, j'ai été cambriolé, et à partir de là, j'ai toujours eu mon appareil photo sur moi. Donc après, j'ai commencé à faire tout un tas de photos différentes. J'ai travaillé aussi dans des bars où j'ai fait ce qu'on appelle des portraits de bar, des moments de vie justement dans des vieilles brasseries de Bordeaux. Voilà, tout s'est un peu enchaîné. J'ai aussi fait de la photo avec des artisans qui fabriquaient des planches de surf. Enfin, tout était varié en fait. Et un peu de portrait également. Dans la mesure où j'étais photographe avant, la technique photo, je l'ai. Maintenant, je ne fais principalement que du portrait. À partir de là, il s'agit de faire poser les gens. D'avoir une lumière à peu près homogène. J'essaye de me faire décrire la lumière comment elle vient, puis après avec la technique que j'ai pu acquérir au fil des années, j'arrive à avoir un rendu, des photos qui ressemblent à quelque chose, semblerait-il. Après, c'est sûr qu'il y a une frustration, c'est que je ne vois pas ce que je fais et je ne vois pas le résultat. Mais il semblerait que ça marche. Que du portrait, parce que évidemment, tout ce qui est photo-paysage, pour le coup, ça n'a pas de sens. Moi, je ne vois pas le paysage. Le portrait, ce qui se passe, c'est que c'est une rencontre aussi. C'est-à-dire qu'il y a le fait de rencontrer quelqu'un et de prendre la personne en photo. Un paysage, une photo de manifestation, parce que j'ai fait beaucoup de manifestations, ou même une photo en concert live. Bon, dans mon cas, maintenant, moi, j'y trouverais pas de sens à essayer de faire ça, parce que je ne vois pas ce qui se passe. Sur le portrait, encore une fois, comme je le dis, c'est vraiment une histoire de rencontre. Donc à partir de là, finalement, c'est plus la rencontre qui est immortalisée en image. Je crois que c'est vraiment ce qui me motive le plus. Après, il y a sans doute aussi le fait, j'en ai déjà souvent parlé avec des gens qui me posent cette question, c'est que quelque part, ça me permet de garder aussi un lien avec ma vie d'avant. Et j'ai pas envie, j'ai toujours fait de la photo depuis que je suis petit, depuis l'adolescence, j'ai continué à l'âge adulte et je me vois pas arrêter. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. À la rubrique du vice, y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin, ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on
mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au doux sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait, c'est mon ultime condition, pour lui accorder mon pardon, que l'on m'amène ce jeune homme, si la photo est bonne. Si la photo est bonne. C'était Si la photo est bonne de Barbara, interprétée par Vincent Delerme en écho à cette interview. Les préjugés tombent également quand on sait que Christelle Baignon est professeure de sciences économiques dans un lycée de la métropole bordelaise. Pour elle aussi, sa déficience visuelle est compensée par ses compétences et facultés d'adaptation, et en mettant en place un minimum de règles avec les élèves et adultes de son environnement professionnel. Parallèlement à son travail, elle aussi est très impliquée au service des autres, au travers d'engagements associatifs comme l'insertion professionnelle. Je m'appelle Christelle Baignon, j'ai 36 ans, j'habite à Bordeaux. Je suis également enseignante depuis 10 ans. J'ai commencé par mes études en gestion, puis après j'ai travaillé dans les ressources humaines. Et j'ai repris mes études pour passer un master enseignement, pour passer le concours d'enseignante. Et aujourd'hui, j'enseigne les sciences économiques et sociales aux lycéens, donc de la classe de seconde à la classe de terminale. Et également, parallèlement à mon travail, je suis engagée dans différentes associations, notamment le club emploi de ex-GI2A, donc, qui maintenant s'appelle Happy DV. Je suis également auprès de l'UNADEV dans les services culturels et sportifs. Et une autre association qui mérite d'être connue, une petite association qui a 6-7 ans, c'est Sea Surf, qui apprend aux déficients visuels à surfer. J'ai démarré l'enseignement en même temps que ma déficience visuelle. Juste avant d'être déficiente visuelle, je faisais quand même des missions en tant que contractuelle. Et puis après avoir passé le concours, j'ai été enseignante. Et pour pallier mon handicap, j'ai une assistante qui est là dans ma salle de classe. Donc j'ai 36 à 37 élèves, pour vous donner une idée, cette année. Et la personne qui m'accompagne va être mes yeux. En fait, elle va surveiller les élèves, voir s'il n'y en a pas un ou deux qui prend la porte de secours ou s'ils prennent bien en note les cours. Et notamment, elle m'aide à mettre en page. Donc moi, j'utilise beaucoup les PowerPoint. Ça me permet une idée par diapo. Et moi, après, je fais mon cours toute seule. Mais mon assistante est là pour surveiller les élèves, pour me lire également les évaluations, parce que encore aujourd'hui, toutes les évaluations sont manuscrites. Donc forcément, je ne peux pas les lire. Et pour les corriger, elle va me lire, ça prend beaucoup plus de temps forcément. Elle va me lire la copie. Et ensuite, je lui donne les annotations et en fonction des critères, la note attribuée pour chaque élève. Donc ça prend beaucoup de temps. Là, pour vous donner une idée, en classe de première, une épreuve type examen, ça prend entre 25 et 30 minutes par élève. Alors, sachant que j'ai 2 classes de première cette année, donc j'ai 70 élèves. Donc c'est assez chronophage de corriger, mais c'est une étape indispensable dans l'enseignement. Et après, je réponds aux questions des élèves. Donc ils ont l'autorisation, les élèves, de ne pas forcément lever la main. Et ou sinon, l'habitude dans les autres cours, même s'ils lèvent la main, mon assistante va me dire il y a un tel ou un tel qui souhaite poser une question. Donc ils posent leurs questions, j'y réponds.
Je leur demande au début de l'année de rester à leur place, comme ça me permet de les situer à peu près dans la salle de classe, pour identifier d'où vient la voix, qui ça peut être qui pose une question, qui m'interpelle, et surtout, règle de sécurité, de ne jamais mettre leur skate, leur sac ou quoi que ce soit dans les travées pour que je puisse être autonome dans ma salle de classe et circuler pour aller vers les élèves. Pour mes élèves, quel que soit le prof en face d'eux, ça reste le professeur. Les règles sont bien expliquées dès le début d'année. Je leur explique que je suis professeur en situation de handicap. Mon handicap, c'est la déficience visuelle, donc je suis malvoyante. Je leur explique qu'il suffit de m'interpeller, de me donner leur prénom, que forcément au niveau des copies, quand je leur donne une évaluation, je la rends pas la semaine d'après parce que je mets un peu plus de temps à corriger. Quelques règles de sécurité. Quand ils me posent une question pour un exercice, quand je fais le tour de la classe, toujours me répéter la question et me pas dire « Madame, qu'est-ce que ça veut dire la question 2 ?» Parce que moi, la question 2 ne veut rien dire. Donc juste me répéter la question et ils s'habituent. J'ai fait plusieurs lycées parce que ça fait la 10e année que j'enseigne et c'est presque, ma 9e mutation. Donc j'ai enseigné dans des CFA, dans des lycées pro, technologiques, et là je suis dans un lycée général cette année. Donc selon le quartier, selon le lycée, ce n'est pas forcément le même profil d'élèves. Là j'ai des élèves qui travaillent assez bien, qui comprennent facilement, qui sont assez autonomes et responsables. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment avoir sur toute l'année une classe avec plusieurs heures, parce que ça permet eux de bien me connaître, de voir comment je fonctionne, et moi de bien les suivre, parce qu'en tant que professeur on est dans l'éducation, mais également l'instruction et l'orientation. Donc quand ils viennent me poser des questions sur leur parcours, je peux mieux les renseigner quand je les connais bien. C'est donc un autre public, donc là où on a parlé juste avant de mes élèves, donc des adolescents qui sont dans l'apprentissage. Alors là, on parle de mes collègues qui sont des adultes, donc des personnes responsables, et ce n'est pas pour autant qu'elles se comportent mieux que certains élèves. Alors moi je le dis quand je me présente maintenant à une équipe, parce que c'est quand même la 9e mutation, et puis j'arrive mieux à en parler aussi de mon handicap. Donc surtout, je dis aux personnes de ne pas être vexées si dans le couloir je passe et je ne leur dis pas bonjour parce que je ne les identifie pas, ou tout simplement je ne sais pas qui est une personne que je peux croiser dans le couloir. Donc surtout de me dire tiens, c'est un tel, c'est Nadège, c'est Fabienne, quand elle passe, mes collègues à côté de moi. Mais ça dépend des lycées. Ça a pu être mal interprété, mon handicap, parce que dans l'éducation nationale, ça marche par points, donc par ancienneté. Et également, dès lors que vous avez un dossier handicap, ça vous donne des points supplémentaires. Donc j'ai déjà, au début de ma carrière, eu des réflexions par des collègues me disant que moi, je l'avais de la chance en tant que personne handicapée, parce que j'avais des points et que j'avais un poste proche de chez moi. Proche de chez moi, j'avais quand même, et encore aujourd'hui, je mets 2h30 par jour, je fais 2h30 de transport par jour. Donc tout est relatif, effectivement. Quand vous avez une trottinette électrique ou une voiture, en 25 minutes, 30 minutes, vous y êtes, sauf qu'en prenant les transports en commun, c'est beaucoup plus long. Donc voilà, j'ai appris aujourd'hui à passer au-delà de ces réflexions. Je trouve ça triste qu'il y ait certains adultes, surtout dans l'éducation nationale, donc dans des personnes qui forment les futures générations, d'avoir ce genre de comportement. J'essaye d'éduquer mes élèves, d'éduquer également mes collègues, mais après... on ne peut pas reprendre toute l'éducation de certains adultes. Et puis là, depuis 3 ans, je dois dire que je suis tombée vraiment dans des bonnes équipes pédagogiques. Ça c'est venu vraiment penser et effacer tout ce que j'ai pu avoir comme des illusions au début de ma carrière en tant qu'enseignante. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on arrive avec plein de belles illusions. On veut changer plein de choses. Auprès des collègues, des élèves, et on pense que tout va bien se passer, les collègues. Donc voilà, quelques petits désarrois, mais
Aujourd'hui, je suis bien où je suis, dans le poste où je suis, et avec mon équipe et l'assistante qui m'accompagne aujourd'hui. En tant que bénévole, je donne du temps à l'association ex-GI2A à Bordeaux, qui maintenant s'appelle Happy DV. Et le service Club Emploi accompagne donc des personnes, des jeunes, des moins jeunes, à trouver soit une formation, une reconversion professionnelle, un emploi. Donc on les entraîne à se réorienter, à trouver une nouvelle voie pour certains, ceux qui ont perdu récemment l'acuité visuelle, et forcément du coup il y a certaines associations qui peuvent les accompagner pour le quotidien, et nous on vient les aider pour retrouver une nouvelle formation et un emploi, donc les accompagner dans la recherche d'emploi et surtout dans l'entraînement aux entretiens d'embauche. Donc on est dédié par binôme, donc un binôme, donc une personne déficiente visuelle et une personne voyante par accompagnée, et on accompagne la personne jusqu'à ce qu'elle retrouve soit une formation en fonction de leur objectif, soit donc un emploi. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ces coquillages, ces îles parfumées. Puis ces beaux naufrages et ces saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les 3 mousquetaires des 5 doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salués. C'était lui, le garde-barrière, et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied, tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. C'était En sortant de l'école de Jacques Prévert et Joseph Cosma, interprété par Olivier Caillard. Enfin, la profession exercée par Nicolas Carati illustre aussi le fait que bon nombre d'idées reçues sur les aveugles ne sont qu'illusions. Ce médiateur culturel est chargé d'accessibilité au musée d'Aquitaine de Bordeaux, bénéficie de 15 années d'expérience durant lesquelles il a pu développer une représentation très précise de ce site de 3000 m² dans les moindres détails. Il s'y déplace en effet en toute autonomie, connaît l'emplacement de chacune des vitrines et les multiples collections qu'elles contiennent. On va ensemble découvrir une petite partie du musée d'Aquitaine. Je suis Nicolas Carati. Je suis non-voyant, médiateur culturel et chargé d'accessibilité au musée d'Aquitaine. J'ai 49 ans et j'ai un parcours un peu sinueux, on va dire. J'ai fait ma scolarité au centre Alfred Pierrelongue à Ambarès jusqu'à la 3e et au brevet des collèges. Après, j'ai passé pendant 3 ans un CAP d'accordeur-facteur de piano à l'INJA, Institut National des Jeunes Aveugles à Paris. J'ai ensuite été animateur, vendeur, enfin un peu tout, journaliste, dans une petite association à Bordeaux
qui s'appelait Toucher pour connaître. Et j'ai travaillé en tant que vendeur et téléconseiller par téléphone dans l'entreprise des Trois Suisses sur Bordeaux. Et je suis arrivé après au musée sous la forme de vacations au départ et sur des contrats assez courts, ce qui m'a permis aussi d'aller travailler au Futuroscope et aux yeux grands fermés. Et voilà, j'ai été recruté par la mairie de Bordeaux en 2007. Moi, je ne vous vois pas. Alors, je vais vous demander 2 petites choses. C'est toujours de me laisser passer devant vous. J'avais rencontré des personnes du musée d'Aquitaine quand j'étais aux Trois Suisses, qui cherchaient justement à embaucher une personne déficiente visuelle. Au départ plutôt sur un poste de standard ou d'accueil. Hein. Et moi, pendant une année de transition entre les Trois Suisses et le musée d'Aquitaine, j'ai pu faire des stages ici au musée, dans lesquels on m'a demandé de rendre un rapport sur l'accessibilité du musée. Et à la fin de mes stages, on m'a demandé si je pouvais envisager d'être médiateur culturel, donc de guider les gens et d'accompagner les gens de tout âge au sein du musée. Et j'ai dit oui, à condition qu'on évalue un petit peu tout ça et qu'on voit un peu les conséquences que ça aurait pour les uns et les autres. On a fait 2 ans de tests à peu près, et une fois qu'on a remarqué que ça posait pas de problème au public, que ça ne me posait pas de problème non plus, que ça se passait bien, que les collègues aussi jouaient le jeu, s'adaptaient, enfin tout allait bien, la mairie a ouvert le poste en fait. Comme ça je mets pas de coup de canne. Et puis aussi, si vous voulez prendre la parole, vous levez pas la main. Alors c'est le nom un peu technique on va dire, on peut dire guide conférencier aussi, pendant longtemps on était animateur. Hein. Le médiateur culturel, il fait se croiser, se rencontrer l'œuvre du musée et le visiteur. Et il adapte des méthodes pour faire en sorte que tout ça se passe bien. Alors une des méthodes, c'est quand on travaille avec du jeune public, ajouter un atelier à la visite. Donc si vous faites une visite sur la céramique et les poteries, on peut faire un atelier argile avant ou après. Quand on fait un atelier sur les bijoux romains, on va fabriquer des petites broches romaines que l'on nomme fibules après en atelier ou avant. Hein. Et l'idée, c'est toujours de trouver une méthode un peu astucieuse pour que le visiteur se trouve bien au musée et éveiller sa curiosité, son attention. Ça peut être, aborder une œuvre par du son, par des bruits, par des odeurs. Voilà, on a plein de petites ruses comme ça pour intéresser le public et essayer de le faire revenir le plus souvent possible au musée. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans. Vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison. Il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pompon, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. De sa hache de pierre, de son couteau de pierrito, il chassait l'ours et la panthère en serrant les fesses malgré tout. Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage vivement qu'on invente le fusil. L'homme de Cro, l'homme de Magnon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pompon, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Il était poète à 16 heures, disant à sa femme en émoi: tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida. Si tu veux voir mes cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut. Je te ferai voir mes peintures murales, on dirait du vrai Picasso. L'homme de l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pompon, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. 200 000 ans après sur terre, comme nos ancêtres nous admirons les bois, les champs et les rivières. Mais s'il revenait, quelle déception, nous voir suer 6 jours sur 7
recettes, il dirait sans faire de détails, faut-il que nos héritiers soient bêtes pour avoir inventé le travail. L'homme de Cro, l'homme de Magnon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon, bonbon. L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. C'était L'homme de Cro-Magnon des Quatre Barbus, interprété par Alexandre Broulis. Nous espérons que cette émission a pu vous démontrer que la déficience visuelle n'est pas une fin en soi et qu'elle n'empêche pas toujours de vivre certaines passions et expériences trop souvent considérées comme réservées aux voyants. Voyons ensemble plus loin que le bout de notre nez. Les non-voyants et malvoyants sont souvent des personnes aux talents cachés qui ne demandent qu'à s'exprimer. Nous remercions Pascal, Yousra, Martial et Alain qui n'avaient aucune expérience dans le domaine radiophonique. Antonio qui a pu faire bénéficier de ses compétences et de son expérience en la matière à tout le reste du groupe. Les interviewés Magali, Christelle, Véronique, Camille et Nicolas. Le collectif et son animateur socioculturel Ghislain Vallat les remercient pour leur disponibilité et pour l'accueil qu'ils ont réservé à ce projet amateur. À bientôt, chers auditeurs. C'était le Festival des Cannes, au-delà du handicap. Une émission originale proposée par l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, réalisée depuis son centre régional Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Logo de l'UNADEV.